Guédelon. Ces 3 syllabes prennent naissance en 1997, date à laquelle M. Michel Guyot, propriétaire du château de Saint-Fargeau, situé à quelques 4 lieues du chantier, eut l'idée de construire un château fort en cette fin du XXe siècle, avec des moyens identiques en tout point à ceux employés au début du règne de Louis IX, plus tard Saint-Louis. Alors après avoir demandé une étude archéologique sur son château du XVIIe, il s'est rendu compte donc qu'en dessous, sous les murs de briques, il y avait un château du XIIIe. Idole et Kaboul, 2 chevaux de trait parfaitement dressés, exécutant les ordres à la voix du charretier, peuvent effectuer des manœuvres et des déplacements avec une grande précision. Leur rôle est de relier sans cesse les différents ateliers du chantier. On voit ici le chantier de Guédelon après 12 ans de travaux. En fait, là, je vais commencer à faire une face plane, une surface plane. Sur cette surface plane, je fais déjà des césures, des repères. Si on reconstruisait le château de Saint-Fargeau. Et cette idée va lui rester et pendant des années, il va en parler autour de lui, à ses amis, à sa famille. Et vous imaginez bien que très vite, ils vont le prendre pour un fou quand même, avoir cette envie de reconstruire le château de Saint-Fargeau. Jusqu'en ce jour de 1995 où il en parle à une femme, Marilyn Martin, qui elle est emballée par l'idée. Elle voit ça comme une formidable aventure humaine et de suite elle lui fait rencontrer Jacques Moulin, qui est architecte en chef aux monuments historiques à Paris. Voilà. Donc on dit que nous sommes ici sur un chantier d'archéologie expérimentale. Très bien. Voilà. Et au XIIIe siècle, les gens qui construisaient ces châteaux, c'était des ouvriers, si j'ai bien compris ce que l'on m'a dit, qui étaient spécialisés, qui faisaient un château après un autre château, ou alors c'était des gens qu'on prenait dans les villages Non, ce sont des professionnels, des gens qui sont très bien payés et qui sont payés à la tâche. Donc voilà notre château tel qu'il apparaît aujourd'hui, donc en 1243. Et voilà à quoi il va ressembler à la fin de la construction. Donc notre château fini, c'est ce que vous verrez d'où vous êtes en fait. Avec les 2 tours d'entrée. Voilà. Là, Donc et ce que vous voyez surtout derrière moi pour l'instant, eh bien c'est la partie arrière du château. C'est-à-dire que la tour qui se trouve au fond à droite, c'est le donjon, la tour maîtresse. Alors pour l'instant, elle fait à peu près 16 mètres de haut et à la fin de la construction, elle devra en faire à peu près 28. Le bâtiment à côté, qui est pratiquement couvert, c'est le logis seigneurial. À côté, vous voyez un petit appentis, un petit toit gris. Oui. Alors le toit est gris parce que dessus, il y a des tuiles en bois qu'on appelle des tavaillons ou des bardeaux. À côté, vous voyez un escalier aussi. Oui. C'est un escalier provisoire et en fait, il est aussi large que le mur est épais. Donc le mur ici fait 2 mètres d'épaisseur. Il le rez-de-chaussée de 7 tours, qu'on appelle la tour de la chapelle. Et juste devant, donc vous avez 7 tours d'angle, qu'on appelle la tour de la carrière. Vous apercevez aussi donc cette courtine. Et à côté, derrière l'arbuste, en fait, il y a la base d'une des tours du Châtelet d'entrée. Ici se trouve le pont. Pont fixe, pont dormant, on le verra mieux tout à l'heure. Tout le bois que vous allez trouver aussi et la construction du château provient de notre forêt ou des forêts aux alentours, mais c'est toujours du chêne. On a abattu 57 chênes dans la forêt pour fabriquer le pont. Et au niveau de la charpente du logis, on est à peu près à 130 chênes. On a également de l'eau, vitale déjà au Moyen-Âge. On a une rivière souterraine qui passe sous le château. On a creusé, on a un puits dans la cour du château. Et on a aussi 2 réservoirs d'eau, un dans la tour de la chapelle et un dans la tour du donjon. Et dans la forêt aussi, on a un point d'extraction de glaise, d'argile, pour fabriquer les tuiles. Vous avez tout On est tous sur place, pratiquement. Alors la base de la tour maîtresse, vous avez vu, elle n'est pas toute droite, elle est un petit peu... oui, tout à fait. Penchée, on va dire, et on appelle ça l'escarpe. Et cette escarpe, en fait, elle veut faire tout le tour du château.
ça va servir d'assise au château. Hein. Et donc si on a l'escarpe de ce côté-là, en face, au niveau du fossé, on va avoir la contre-escarpe. On se trouve ici au niveau de la poterne. La poterne, c'est une petite porte, donc au niveau du fossé. En fait, les historiens ne savent pas trop à quoi elle sert. Peut-être une porte de service. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il va falloir protéger au maximum cette porte hein, pour que les ennemis ne rentrent pas dans le château par là. Mais vous allez me dire quand même qu'au Moyen-Âge, on sait enfoncer une porte avec un bélier. Donc vous imaginez les ennemis là devant la porte avec hop, le bélier. Alors sûrement qu'au bout d'un moment, ils vont réussir à enfoncer la porte, mais ils risquent aussi de recevoir des flèches dans les fesses. À cause de cette archère, l'archère qui se trouve là. Ah oui, d'accord. Archère qu'on appelle flanquante. Parce qu'elle surveille le flanc de la courtine. On se trouve ici au niveau de l'air agaché, donc c'est ici qu'on va fabriquer le mortier. Alors, dans le mortier, depuis l'Antiquité, on sait qu'il faut du sable, de l'eau et de la chaux. La chaux qu'on va travailler ici, c'est de la chaux aérienne, comme au Moyen-Âge. Alors, chaux aérienne, c'est du calcaire qu'on met dans des fours, qu'on cuit à 900 degrés pendant plusieurs jours. Ça va nous donner de la chaux vive. Ensuite, on va rajouter de l'eau et on va avoir de la chaux éteinte. Et c'est avec cette chaux éteinte qu'on va travailler sur le chantier. Pas de chaux vive ici. On ne va pas pouvoir fabriquer notre propre chaux vive. C'est trop dangereux. Hein, donc, on va acheter de la chaux éteinte. Chaux éteinte qu'on va mettre ici dans ce bac carré. Ça, c'est du mortier de Parement, dans lequel on a mis du sable, de l'eau et de la chaux. Donc, mortier de Parement, c'est pour faire les joints entre les pierres. On va fabriquer aussi du mortier de remplissage pour mettre à l'intérieur des murs. Dans ce mortier de remplissage, donc on met toujours du sable, de l'eau, de la chaux, mais aussi de la terre du chantier, avec des cailloux, pour avoir quelque chose d'un petit peu plus compact. On va pouvoir parler aussi de la cage à écureuil qui se trouve sur la tour. Cage à écureuil qu'on appelle aussi un treuil à double tambour parce qu'il y a 2 roues. Donc dans chacune des roues, il va y avoir un ouvrier qui en marchant va actionner les roues. Et en tournant, les roues vont entraîner un axe autour duquel va s'enrouler une corde. Et en fait, à l'autre extrémité de la corde, il y a une grande caisse en bois qu'on appelle un béno. Et dans ce béno, on met entre 5 à 600 kg de pierre. 600 kg quand même. Tout à fait. Alors, devant nous, le niveau du Moyen-Âge qu'on appelle aussi un pendiculaire ou un archipendule. Donc vous voyez ici une petite encoche et là un fil à plomb. Donc si le pendiculaire est sur une surface bien plane, eh bien le petit fil va se mettre juste en face de la petite encoche. Ce carré là, c'est l'entrée de l'assommoir. Donc on se trouve ici au niveau du chemin de ronde couvert. Donc le toit, la charpente. On voit aussi les tuiles qui ont été posées avec des petits ergots, voilà, sur le latis, et les créneaux, les merlons. Chemin de ronde couvert qui va jusqu'à la tour de la chapelle. Cette grande pièce, au Moyen-Âge, on l'appelle la Aula, A-U-L-A. C'est la salle de réception du château, c'est la salle de tribunal, c'est la salle de banquet également. En temps normal, dans cette pièce, il y a juste des bancs en bois. Et quand on a besoin de se servir de cette pièce de salle de banquet, eh bien, on va installer des tréteaux sur lesquels on va poser des planches de bois. On va rapprocher les bancs, on va mettre des tables, on va dresser la table, hein, mettre des nappes sur les tables et on va festoyer. De la cheminée se trouve l'évier. Alors ça c'est l'évier. Ça c'est l'évier. Et donc ici c'est la table du Moyen-Âge, donc les tréteaux et les planches de bois. Donc c'est plan de travail si vous voulez du Moyen-Âge parce que dans la cuisine du Moyen-Âge on ne mange pas. Il y a les herbiers. Dans le Charlemagne, on sait exactement toutes les plantes qui poussent, qu'on utilise et à quoi elles servent. Alors, on peut faire des cordes avec du chanvre, on peut faire des cordes avec des orties,
Avec des orques. Avec du lin. Je fais des cordes avec tout ça qui a du fil. 3 cordes qu'on utilise quotidiennement au Moyen-Âge. La première, on va l'appeler la corde de la vie. C'est celle qui donne la vie. La deuxième, on y a pensé au Moyen-Âge, parce que la vie c'est beau, mais la mort aussi, puisqu'on va au paradis. Alors, la deuxième, c'est celle qui donne la mort. Mais la troisième, ben, c'est celle que je viens de vous expliquer, la corde à 13 nœuds. Ici, on va travailler un autre instrument qu'on appelle une corde à 13 nœuds. Vous prenez un nœud, Je prends un nœud, l'autre nœud là. l'autre nœud. Et première figure géométrique que l'on peut faire, c'est un rectangle. D'accord. D'accord, rectangle comme le logis. Ici, on va avoir un triangle qui est isocèle. Oui. Il fait 2 empans, 5 empans, 5 empans. Et au Moyen-Âge, on va l'appeler le triangle des clochers. Parce que tous les D'accord. clochers d'église ont cette même proportion de 5, 5. Ah, d'accord. Et l'osier que vous utilisez, il faut le faire sécher un certain temps, il faut... Voilà, l'osier va sécher 6 mois à peu près. Moi je dis qu'il est sec au mois de juillet, il a été récolté l'hiver. Et il est trempé, il a trempé 1 semaine dans l'eau avant d'être travaillé. D'accord. Pour lui redonner sa souplesse. Mais l'osier se cultive, d'après mes traces, depuis au moins 2000 ans. Mais quand on est pauvre, on file avec ça, parce qu'avec ça, on est mobile. La laine nous donne un rythme des saisons à l'époque. On tend le mouton au début de l'été. Là, la laine a le temps de repousser sur le dos du mouton pour le protéger à nouveau en hiver. Et en plus, on a le plus d'eau dans les ruisseaux pour laver la laine. Après, on fait sécher la laine parce que ça sèche vite, sinon ça ne sèche pas vite. Et après, on carde la laine. On prend des cardes, on carde la laine pour mettre les fibres dans le même sens. Alors la laine, après, elle est comme ça. Ça, c'est la laine cardée. D'accord. Donc, après, je peux filer. Et quand je file dehors, je mets cette laine cardée autour d'un bâton, ce bâton sous le bras, et ce bâton s'appelle la quenouille. C'est ça la quenouille. D'accord. Alors, on file en été. On teint en automne. C'est là où on a toutes les plantes sèches qu'on a ramassées en été pour teindre. Parce que si vous teintez avec des plantes fraîches, vous avez trop de volume. Hein, il faut 4 fois plus que ce que vous voulez teindre. Là, 1 fois. Alors, la même chose, là, ça rentre dans un récipient comme ça. OK ? Et après, en hiver, la seule chose qu'on ne peut pas faire dehors, c'est tisser avec un métier à tisser. Ça, on fait dedans, c'est le travail d'hiver. Vous avez fait la bonne déjà? Oui. Voilà, donc il est à côté de petit carton de pierre. Quand on en a besoin, on l'amène à la brouette dans ce bac, on l'humidifie 6 minutes jusqu'à ce que ce bloc d'argile, les blocs d'argile qui sont là, et voilà, jusqu'à ce qu'il ne colle plus. Voilà, vous touchez du bras. Là, voilà le calibre pour les tuiles. On prend une motte d'argile, on la tape assez fortement, on va dire de racleur. Voilà. Et après, on extrait la tuile de dans son calibre. Après, on la met à sécher sur des clayettes. On va dire 8-10 jours. Quand il fait beau, en gros tous les mois, le four est mis en route, 16 à 18 heures pour la cuisson. Mais elle reste dedans, jusqu'à 10 complètement, pendant 3 jours.